édition des Journées des voix d'excellence. Nous vous proposons aujourd'hui la table ronde qui va traiter, comme vous le voyez au niveau de l'intitulé, de la médecine et des métiers liés à la santé. Pour aborder avec vous cette voie, ses possibilités et le potentiel qu'elle recouvre, nous allons avec un très beau parterre de professeurs et de médecins réfléchir ensemble sur ce que c'est effectivement d'abord ces métiers, quelles sont leurs exigences, quel profil doit être celui du jeune bachelier ou de la jeune bachelière qui voudrait s'inscrire dans ce projet d'études et quelles sont les aptitudes, les qualités, les compétences qu'il doit d'abord posséder, par la suite développer le long de sa formation. Donc aujourd'hui, pour traiter de ces questions, j'ai avec moi le professeur Khadija Amin, chef de département de parodontologie et à la faculté de médecine dentaire de Casablanca. Nous avons aussi l'honneur et le plaisir d'avoir Dr Siham Benani, docteur en immunologie et chef de département au niveau de l'Institut Pasteur. Et comme je viens de le découvrir, c'est grâce à cette grande dame que nous faisons de très belles grèves réussies, effectivement. Merci. J'ai avec moi Dr Benranem, en sa qualité de professeur néphrologue, et il est au CEH. Il est aussi président de la Société marocaine d'hypertension artérielle. Nous avons le professeur Shakib Laraki, docteur et président de l'association des médecins du travail. Nous avons avec nous, pour vous donner une vision globale des opportunités, des possibilités qui s'ouvrent à vous dans le cadre de ces formations, Monsieur Mohamed Bahadi, qui est directeur de l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de l'ISPITS de Rabat. Merci, mesdames et messieurs, et nous allons ensemble commencer par effectivement une réflexion. Donc vous êtes libre d'intervenir en fonction de votre domaine d'expertise sur cet univers très vaste, très riche, qui est l'univers de la médecine et des métiers de la santé. Quelles sont effectivement ces possibilités qui s'offrent à ces étudiants qui voudraient par la suite s'inscrire dans ce projet. Donc quelles sont les spécialités qui existent et comment y accéder. Donc je commencerai par professeur Amin, s'il vous plaît. Alors tout d'abord, je voulais remercier le groupe Emilia de me convier à être là aujourd'hui parmi vous pour parler de notre métier, de parler donc dans le cadre donc, de la table ronde sur la santé, de parler de la chirurgie et précisément donc, du métier de chirurgien dentiste. Donc le métier de chirurgien dentiste est un métier qui est assez pointu dans la mesure où on travaille dans une cavité buccale. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais pourtant on a plusieurs spécialités puisque c'est un métier qui est technique, on fait des actes, technologique, on utilise énormément donc, de technologie pour rester à la pointe puisqu'il y a une évolution constante des matériaux, des différentes technologies à employer, et surtout il faut être scientifique pour pouvoir à ce moment-là appliquer les connaissances qu'on a acquises au niveau de la cavité buccale. Donc il y a énormément de spécialités, les plus connues, on va parler d'orthodontie, tout le monde sait que l'orthodontie c'est l'art de redresser un petit peu les dents.
la pédodontie, comme les pédiatres, donc ça s'applique aux enfants. Il y a la parodontologie, donc c'est une spécialité chirurgicale où on s'occupe de la gencive, de l'os autour de la dent, et où on s'applique également à restaurer certaines dents, par exemple en posant des implants, c'est-à-dire des racines artificielles. Et vous avez également d'autres spécialités chirurgicales de type odontologie chirurgicale, où on va extraire les dents de sagesse, où on va faire des actes pour des kystes, pour des choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu le panorama de ce qui existe en chirurgie dentaire. Merci beaucoup, professeur. Docteur Benrani, décrivez-nous d'abord le métier qui est le vôtre et quelles sont les possibilités aussi qui pourraient être les leurs dans ce cadre-là, le cadre de votre expertise. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie à mon tour de m'avoir invité pour cette conférence. C'est la première fois que je suis là et j'en suis très honorée. Donc, en ce qui concerne mon métier, ça a commencé très simplement. Donc, on ne va pas parler des grands discours, je vais être très très simple dans le mien. Eh bien, j'ai commencé en immunologie. J'ai toujours aimé l'immunologie. C'est donc l'étude du système immunitaire, c'est donc l'étude de l'organisme, comment il se défend contre les micro-organismes et comment on vit, on arrive à se défendre. Ça a commencé comme ça et j'ai switché après vers ce qui est l'histocompatibilité, c'est-à-dire les greffes. Et en fait, notre rôle à l'Institut Pasteur, c'est un laboratoire qui permet de sélectionner les donneurs compatibles par rapport aux receveurs qui ont besoin d'organes, d'être greffés. Et ceci, on le fait en collaboration notamment avec le CHU de Casablanca. Le professeur Benrani fait partie donc, du staff du CHU avec lequel on collabore de façon très étroite. Mais l'objectif, c'est en fait sauver des vies. C'est pas trouver un donneur potentiel, mais on est heureux de sauver des vies ensemble, parce que quand on est devant un donneur compatible, on dit oui, finalement cet enfant ou ce patient va être greffé, il va reprendre une vie tout à fait normale. Donc en fait, la composante est surtout humaine. C'est vrai qu'il y a une grande partie scientifique, il faut être pointu, il faut être exact. Il s'agit de rendre un résultat fiable, de savoir oui ou non on va faire une greffe. Et au cas où on se trompe, eh bien, on passe à côté d'une vie. Donc, parmi les exigences dans ce métier, c'est l'exactitude dans la façon de travailler. Il faut être précis, il faut être pointu, il faut être persévérant, il faut aller jusqu'au bout. Et enfin, on est rassuré, on est content, on est fier de remettre un résultat pour que le patient puisse retrouver une vie tout à fait normale et on les revoit. Donc, grosso modo, c'est notre rôle dans le cadre de l'histocompatibilité. Voilà. Monsieur Benrani, qu'est-ce que la néphrologie? Ouais, pour faire très court, la néphrologie, c'est la science des maladies du rein. Elle est récente. Je crois qu'elle est née dans les années 50-60 à partir de l'école de Bourget. Vous connaissez, c'est le père de Michel Berger pour les gens qui connaissent le chanteur. Voilà, il travaille un peu, il est un peu le pont à passerelle de plusieurs spécialités. Je veux dire par exemple la réanimation, tout ce qui est urgence, etc. Mais il y a aussi des maladies chroniques comme les maladies de système. Mais il y a aussi tout ce qui est cardiovasculaire, hypertension, diabète. Il y a aussi tout ce qui est sciences fondamentales, etc. Il y a un peu de tout ça. Et les révolutions un peu, j'allais dire très bling-bling au niveau des masses médias, c'est par exemple remplacer un organe qui est mort. On est la seule spécialité qui s'est remplacée artificiellement, un organe complètement défaillant et à vie, c'est la dialyse, vous la connaissez. Mais c'est aussi là où il y a eu le plus grand développement pour remplacer un organe défaillant par un autre organe, parce qu'on en parle un peu des greffes. Maintenant c'est vrai qu'on arrive à faire d'autres organes. Je rappelle simplement pour les plus jeunes qu'on a été le premier pays au Maghreb à faire la greffe rénale. Et là, on parlait assez arabie tout à l'heure de mon maître, le professeur Delzed, qui était derrière en 1984. Par la suite, on a eu quand même là une greffe du cœur, mais au Stade Mesouzi à Rabat, et le cœur était prélevé à Casa, c'était en 1994. Et en septembre 2010, on a commencé à faire de plus ou moins régulièrement des prélèvements sur sujet en état de mort encéphalique, donc qui sont morts. Et donc on prélève, et là l'année dernière on a prélevé 6 à 7, donc c'est en train d'augmenter. Et ça a un avantage,
c'est pas seulement régler les problèmes de malades, leur offrir la vie, mais ça a l'avantage de tirer vers le haut toute l'activité médicale, qu'elle soit de sciences fondamentales, qu'elle soit clinique, qu'elle soit aussi enseignement. Tout à l'heure, je parlais de ma professeure Nani sur un diplôme euroméditerranéen que nous faisons sur les greffes d'organes. Et c'est vrai, c'est un levier de développement, non pas seulement de la pratique clinique, mais aussi de la science et de l'enseignement. Et on est heureux de traiter ça. Donc voilà, un peu la néphro, elle est un peu sur ça. Mais je pense qu'ils ne sont pas là pour écouter simplement de la néphro, mais surtout pour leur avenir de médecin, peut-être, j'espère bien. Et peut-être que ça va créer des vocations dans ce domaine. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup, professeur. Professeur Chakib Laraki, vous êtes président de l'association des médecins du travail, ou médecins travailleurs. C'est un domaine de la médecine que ces jeunes ne connaissent pas très bien. C'est l'occasion aujourd'hui de leur expliquer ce que c'est et quelles sont effectivement les possibilités qu'ils ont dans ce secteur. Merci beaucoup, professeur. Merci de m'avoir invité encore une fois et je suis ravi d'avoir des jeunes devant moi parce que sans les jeunes, il n'y a pas de progrès, on ne pourra pas assurer une pérennité de la médecine. Nous remercions nos maîtres et nous attendons des jeunes pour lesquels on doit être les maîtres. Autrement, la médecine va se perdre. Donc, je suis, alors une petite rectification, je suis pneumologue d'origine, donc je suis un spécialiste du poumon, mais j'ai une deuxième casquette qui est la médecine du travail. Donc la médecine du travail, tous les médecins sont travailleurs, donc toute personne qui veut faire médecine sans pouvoir travailler, elle se trompe. C'est un métier où il faut, je dirais en arabe, il faut apprendre du berceau au cercueil. On ne s'arrête pas, parce que la médecine évolue plus vite que l'homme. C'est un art, oui, mais c'est une science qui évolue très rapidement. Mes amis, et même moi-même, pneumologue, nous sommes des thérapeutes, donc on traite des maladies. Le médecin de travail, c'est un préventeur. Il empêche la survenue de maladies. Par exemple, des gens qui travaillent avec des métaux lourds, tels que le plomb, tels que le mercure, risquent de faire une insuffisance rénale. Et s'il fait une insuffisance rénale, c'est la dialyse, c'est la greffe. Le médecin de travail peut éviter cela en faisant de la prévention. Voilà l'intérêt de la médecine de travail. Et la médecine de travail, c'est quelque chose c'est une spécialité qui nécessite qu'un investissement humain. Alhamdoulilah, on a les ressources humaines. Donc si le médecin travaille intelligemment, le médecin du travail, il travaille intelligemment, il va empêcher la survenue d'un grand nombre de maladies. Et par conséquent, en matière d'économie de la santé, le pays gagne. Dès qu'on, mon ami vous a parlé de la greffe du rein, c'est quelque chose qui coûte cher. Alors que la médecine du travail, si on empêche quelqu'un d'utiliser un métal lourd et de faire une insuffisance rénale, ça ne coûte rien du tout. C'est-à-dire qu'on va lui dire, attention, voilà les techniques pour utiliser tel métal, voilà les techniques, comment manipuler, voilà, là, on va mettre des hautes d'aspiration, on va mettre des équipements de protection individuelle et collective. Et la médecine du travail est une maladie, est une spécialité très noble, c'est pour ça que je passe 50% de mon temps, en plus de la pneumologie, à faire la médecine du travail. Voilà, donc la médecine du travail, c'est quelque chose qui est très important et dont le pays a énormément besoin. Merci beaucoup, professeur Laraki. Nous parlons, c'est Mohamed Bahadi, du corps médical. Et nous supposons que ce corps est composé autour des médecins, des spécialistes, d'un ensemble d'autres ressources qui permettent à l'acte médical d'avoir lieu et de se passer dans les meilleures conditions, au profit bien sûr du patient. Vous êtes directeur d'une structure qui forme des infirmiers, des infirmières, mais aussi 18 options, vous m'avez dit tout à l'heure. Parlez-leur de ces métiers qui, certainement, ils connaissent peut-être les infirmiers, ils ne connaissent pas les autres. Parlez-leur pour qu'ils puissent comprendre quelle est la palette des possibilités qui s'ouvre à un futur bachelier scientifique qui voudrait par la suite faire ce type de profession. Merci beaucoup, Sibat. Salam alaikum. Tout d'abord, je remercie le groupe Emilia de m'associer chaque année à cet espace de partage et de communication.
Et je remercie l'assistance d'être beaucoup plus présente avec nous et soucieuse d'avoir des informations sur les métiers de la santé. C'est un très bel exemple de nous associer aujourd'hui, corps médical et corps infirmier, et ça donne des caractéristiques, si vous voulez, des sciences de la santé. Vous pouvez découvrir que, comme il l'a bien dit M. Zeid, nous travaillons dans un esprit d'une équipe multidisciplinaire, certes, mais avec un objectif ultime, c'est le patient, c'est le malade, c'est le client, c'est le bénéficiaire de soins. Et là, vraiment, ça nous encourage davantage à assurer des formations multidisciplinaires, mais avec un objectif ultime, un objectif commun. Et nous souhaitons à ce que les candidats et les candidates qui vont embrasser, que ce soit des métiers de médecin, de spécialités confondues, ou bien des métiers de sciences infirmières et techniques de la santé, à ce qu'ils convergent vers les mêmes, si vous voulez, principes et les mêmes valeurs. Une des valeurs, avant de vous donner, si vous voulez, les spécialités que nous formons, c'est la dimension humaine. Nous travaillons avec des êtres humains. Ça veut dire que nous devrions être avisés sur le plan scientifique, développer nos compétences techniques de prestation et beaucoup plus intégrer des attitudes, des comportements de citoyenneté, de civisme et aussi de servir autrui. Ce sont des métiers qui servent, si vous voulez, le prestataire, il sert autrui. Donc ça a une dimension beaucoup plus de toutes les valeurs universelles et les valeurs que nous prenons nous en tant que musulmans. Donc ça, si vous voulez, ce sont des particularités de nos métiers de la santé, de toutes les professions de la santé. Et nous encourageons, si vous voulez, les candidats et candidates qui entrent au niveau de la faculté de médecine, de la pharmacie et de médecine dentaire, et aussi dans les instituts de formation. Alors, par rapport aux 18 spécialités, nous avons une avancée énorme en 2013 de la réforme des études en sciences infirmières et techniques de la santé. En 1993, c'était la réforme importante pour intégrer le tissu universitaire, mais à partir d'octobre 2013, nous sommes dedans, dans l'enseignement, si vous voulez, universitaire des établissements qui ne relèvent pas de l'université. Ça veut dire licence, master et études doctorales. Donc, tout candidat ou candidate qui intègre ces institutions, ils vont voir les horizons ouverts, pas comme dans le passé. Ils peuvent faire leur licence, Bac plus 3. Ils peuvent faire un master qui va être construit au plus tard en 2017. Et ils peuvent faire leurs études doctorales. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de quoi rougir et dire, bon, je n'ai pas fait la faculté de médecine parce que ma moyenne était à 15 ou à 14 ou à 15,75. Donc ça dépend de seuil, si vous voulez, d'accès aux facultés de médecine. Il peut faire carrière au niveau des instituts et aller en parallèle avec un ami qui est dans la faculté de médecine et lui au niveau des instituts, se retrouver ensemble au niveau d'un service clinique qui sont en train de donner une prestation en commun. Ils peuvent évoluer dans un master et ils peuvent évoluer aussi dans les études doctorales. Et ce que notre pays, si vous voulez, s'efforce à faire valoir pour qu'il y ait une qualité de prestation de soins. Alors, l'entrée, c'est pour tous les bacheliers scientifiques, avec toutes les séries. Le scientifique a beaucoup plus de choix. Le littéraire a un choix pour 3 spécialités, c'est l'orthophonie, la psychomotricité, l'assistance sociale. Le reste, ce sont, si vous voulez, les bacs scientifiques avec quelques spécialités un petit peu très précis que la circulaire ministérielle annonce chaque année. Alors, la configuration que nous avons aussi au niveau des instituts, et c'est original au Maroc, vous n'allez pas la trouver ni en Europe ni au Canada, nous avons 5 filières. Une filière de sciences infirmières, où il y a l'infirmier polyvalent, c'est un généraliste si vous voulez, en soins, l'infirmier en anesthésie et réanimation, l'infirmier en santé mentale et l'infirmier en urgence et soins intensifs.
Ça, c'est la famille de soignants, bien de soins. Et il y a la deuxième filière, c'est les techniques de santé, où il y a tout ce qui est laboratoire, radiologie, diététique, préparateur en pharmacie, biomédical. Et nous avons la filière sage-femme, où il y a jusqu'à présent une seule spécialité, celle de la sage-femme. Et la cinquième filière, c'est médico-social. Et jusqu'à présent, nous avons une seule spécialité, c'est l'assistance sociale. Donc cette configuration, elle est unique et originale. C'est pour vous dire aussi le génie au niveau du Maroc. Il a brassé, si vous voulez, une configuration architecturelle sur le plan pédagogique qui n'a pas, si vous voulez, d'exemple ailleurs. Et ça renforce un petit peu ce travail multidisciplinaire, mais à un sens, si vous voulez, de travail commun et dans un objectif commun. Alors, une autre aussi information à vous donner, que ces instituts, ils sont dans 7 régions. Ça veut dire que nous sommes présents dans les régions où il y a normalement les CHU. Maintenant, le reste à Agadir et Tanja, c'est en perspective. Et nous avons en tout les 7 instituts, plus, si vous voulez, 14 annexes. Même ceux qui sont à Lyon, à Dakhla, ils n'ont pas la possibilité de faire une spécialité au niveau national à Rabat, ils ont la spécialité sage-femme ou infirmier polyvalent. Ceux qui désirent des spécialités à dimension nationale, comme l'orthophonie, la psychomotricité et diététique autre, il n'est qu'à Rabat. Mais avec le développement des CHU, il y aurait aussi le développement de ces options pour rapprocher ces spécialités à nos candidats, à nos candidates au niveau régional. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sébastien Hadi. J'ai juste une autre question, parce que tout à l'heure, vous m'avez expliqué, et ça, je ne pense pas qu'ils doivent le savoir, que vous avez une licence, mais que à l'intérieur de l'Institut, il y a la possibilité aussi d'aller vers un master. Est-ce que vous pouvez leur dire vers quel type de master? Parce que souvent, ils croient que ça s'arrête au niveau d'une formation en Bac plus 3. Ces masters leur permettent de faire quoi? Et les propulsent vers quel type de métier, s'il vous plaît, c'est parti. Donc là, comme j'ai dit, les candidats ou candidates qui vont être au niveau de ces instituts, à présent, nous avons la licence. Nous avons commencé en 2013, nous sommes en S3 maintenant. Et en 2017, il y aurait l'inscription, si vous voulez, des premiers masters. Et actuellement, nous sommes dans, si vous voulez, l'étude des masters. Donc, il y aurait des masters en approfondissement clinique. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a fait de l'orthophonie, il peut, si vous voulez, s'orienter vers un approfondissement dans le domaine de l'orthophonie. Une sage-femme, il peut faire, si vous voulez, un approfondissement clinique de prise en charge des prestations de pointe. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'approfondissement clinique. Un deuxième master, type, si vous voulez, management des unités de soins. Au niveau d'un hôpital, on trouve, si vous voulez, un service de soins, donc de médecine, de chirurgie, de pédiatrie et autres. Alors, le futur lauréat de ce master, c'est un gestionnaire de ces unités de soins. Et aussi, le troisième type de master qui est en train de, si vous voulez, où la réflexion il est maintenant, c'est l'encadrement clinique. Ce n'est pas le professeur de l'enseignement-chercheur, mais c'est un encadrant lauréat de ce master qui va assurer l'encadrement clinique. Et d'autres spécialités peuvent être, si vous voulez, instaurées en master, comme par exemple les études en oncologie. Nous avons une problématique de cancer et le ministère, il peut, si vous voulez, faire des masters en oncologie, en gériatrie, en ergothérapie, donc d'autres, si vous voulez, domaines selon les besoins exprimés par le département, bien les besoins sur le plan épidémiologique, et on peut faire ce genre de master, si vous voulez, en concertation avec les partenaires qui sont les facultés de médecine et de pharmacie. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas,
mesdames et messieurs, si vous voulez ajouter quelque chose à ce niveau-là. Moi, je voudrais... C'est vrai que nous n'avons pas une représentation de pharmaciens, mais c'est aussi une ouverture au niveau des structures que vous représentez. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait leur expliquer effectivement quelles sont les possibilités, quelles sont les exigences de ce métier au niveau des universités et des CHU. C'est vrai qu'il n'y a pas de pharmacien, mais juste comme ça pour les informer, madame, s'il vous plaît. De toute façon, c'est là, je crois qu'il y a deux facultés, hein, il y a Rabat et Casablanca. Bon, il faut toujours faire attention pour les facultés de médecine et pharmacie, c'est qu'il y a une territorialité. Par exemple, pour la médecine, c'est le Grand Casablanca, plus Jdida, Kharibga, Barchi, Muslimen. Alors, je ne sais pas comment se partager entre Rabat et Casa, mais ça doit être le nord et le sud, probablement. Je sais que c'est Bac plus 2, hein, pour entrer à la faculté de pharmacie. Et il y a 3 années d'études, il y a différentes spécialités théoriques. Et puis après, il y a des stages pratiques. Alors, il y a des stages de... Parce qu'un pharmacien peut ouvrir un laboratoire de biologie, donc il y a des stages de ça. Un pharmacien peut ouvrir une officine, une pharmacie, c'est une officine, donc il y a des stages à ce niveau-là. Et un pharmacien peut travailler dans l'industrie pharmaceutique, parce qu'un laboratoire qui fabrique un médicament, c'est le pharmacien responsable qui est le chef. Et donc il y a aussi une formation de ça, et ça vous donne au moins, j'allais dire, ces métiers-là, qui sont le pharmacien d'officine. On est en train de réfléchir du pharmacien, enfin on a des pharmaciens à l'hôpital, mais le statut est en train d'être mis en place pour l'accompagnement des maladies chroniques, pour qu'on ait des pharmacies d'hôpital qui donnent les médicaments. Il y a le pharmacien de l'industrie pharmaceutique, il y a le pharmacien qui fait le laboratoire aussi, mais moi je ne suis pas spécialiste, mais c'est au moins les métiers qui existent à ce niveau-là. Merci beaucoup. Bon, vous connaissez maintenant, on a tracé les grandes configurations de cet univers. Ils ont des préoccupations très pratiques. Ils veulent, ceux qui ont envie de faire ce métier, veulent savoir comment on peut y accéder. À travers les concours, les examens, comment sont-ils organisés, quelles sont les exigences, quelles compétences sont exigées par les correcteurs de ces examens, etc. Moi, je commencerai avec vous, docteur, s'il vous plaît. Alors, on passe aux choses qui fâchent un petit peu pour ce qui concerne ma faculté, c'est d'abord l'accès. L'accès est réservé aux étudiants qui ont une moyenne à peu près entre 16 et 17. Donc il y a une sélection de dossiers. Et après la sélection des dossiers, il y a un concours qui a lieu et on prend à peu près 150 étudiants, 130 Marocains et à peu près 20 étudiants étrangers. Donc le plus difficile pour faire des études justement de chirurgie dentaire, c'est d'accéder à la faculté. Une fois qu'on y est, on a un taux de réussite qui est assez élevé. On est pratiquement sur 85% de taux de réussite. On a les étudiants qui commencent des études de chirurgie dentaire, pratiquement tous, on a peut-être 1 ou 2 cas qui abondent. Donc le reste, tout le monde est porté vers la diplomation. Donc il n'y a pas de souci par rapport au déroulement des études une fois qu'on est sur place. Mais bien entendu, comme nous travaillons sur des fauteuils, ça veut dire que ça nécessite un équipement qui est très onéreux, nous ne pouvons pas avoir beaucoup d'étudiants. Donc les promotions, avant, elles variaient entre 70 à 90 étudiants, et aujourd'hui, on a augmenté un petit peu notre capacité, puisqu'on a un nouveau centre de soins un peu plus grand, et donc on est à 150. Mais 150, c'est une capacité qui est extrêmement importante pour nous. Et c'est à peu près le même numerus clausus partout dans le monde. Partout, ce sont des facultés qui sont assez élitistes, justement parce qu'on ne peut pas avoir un encadrement qui est de masse, comme en médecine par exemple. Nous, le taux d'encadrement, c'est à peu près un enseignant pour 9 étudiants. En international, c'est un enseignant pour peut-être un peu moins, pour 7
à 8 étudiants. Ça veut dire que ça nécessite un encadrement très rapproché, et donc c'est pour ça que nos étudiants réussissent. Parce qu'on est là derrière, on est là en train de les supporter, aussi bien pour l'apprentissage théorique que pour l'apprentissage pratique, puisque la pratique représente pour nous la plus grande partie, on va dire, de formation. Donc la pratique, c'est d'abord les premières années, entre la première et troisième année, ça va être travailler sur des modèles, sur des fantômes, c'est-à-dire que c'est des travaux pratiques. Et à partir de la quatrième année, on travaille sur l'être humain. Donc, on fait des stages cliniques, quatrième et cinquième année. C'est des études en 5 ans. Dans pas très longtemps, ça sera des études en 6 ans, avec une 6e année qui va être rajoutée et qui va être dédiée essentiellement aux soins hospitaliers. Donc on va faire une immersion, aussi bien dans les cabinets privés que dans les centres hospitaliers un petit peu régionaux, un peu reculés dans le... Et par rapport aux exigences de correction, généralement, donc, on est sur une réforme de tout ce qui est docimologie, c'est-à-dire évaluation. On essaye d'être sur des QCM et des questions à réponse courte. On essaye d'éviter tout ce qui est dissertation pour être le plus objectif possible, puisque ce sont des sciences qui sont assez exactes. Et donc on a besoin d'avoir des réponses exactes. Voilà. Merci. L'accès, ça va être plus simple, hein, Dr Abid, vous pouvez tous venir. Donc il n'y a pas de restriction parce qu'on va s'adresser à des facultés des sciences dans un premier temps. Donc en fait la sélection va se faire au bout de 2 ans et on va voir les étudiants les plus pertinents, les plus persévérants et les plus analytiques. Donc une maîtrise, ce qu'on appelle une maîtrise qui dure 4 ans à la faculté des sciences. Donc je pense qu'il y en a 2 à Casablanca et une Choc de Psych. Ensuite, un master, ou ce qu'on appelle aussi un diplôme d'études approfondies d'ESA. Et on finit avec un doctorat. Alors par rapport aux 4 premières années, c'est ça se passe uniquement à la faculté des sciences. Mais par contre, pour le DESA et le doctorat, ça va se passer en collaboration avec un laboratoire d'accueil où l'étudiant aura un encadrant scientifique au niveau de sa faculté et un encadrant au niveau de son laboratoire dans lequel il va faire tout son projet. Il va faire tout le projet d'études et ça s'appellera un projet de fin d'études pour donc préparer une soutenance de DESA à la fin, au bout de 2 ans, et un doctorat qui va durer bien sûr en fonction de l'étudiant 3 à 4 ans et finir avec un doctorat universitaire. Alors ce parcours va se faire en parallèle avec des publications scientifiques dans des revues internationales, parce qu'on ne peut pas soutenir son master ni son doctorat si on n'a pas publié au moins 2 articles dans des revues internationales où on est premier signataire. Ça veut dire en c'est-à-dire l'étudiant, c'est lui qui a fait, exactement, l'étudiant c'est lui qui a fait le travail et c'est le premier auteur. Voilà, donc ça c'est par rapport à la recherche scientifique. On est dans un cadre d'abord de recherche scientifique. Une fois on a son doctorat, c'est après qu'on pense qu'est-ce qu'on va faire de ce diplôme. Après, vous avez le choix. Soit vous continuez dans une carrière universitaire, vous êtes dans l'esprit de la recherche scientifique, vous avez envie de savoir plus, vous n'avez pas besoin d'argent, c'est pas l'argent qui vous préoccupe. Donc on va rester fondamental et on va découvrir tous les jours des choses et on est ravis, on est très, très content de rentrer chez soi. Par contre, si vous avez envie de faire fortune, il ne faut pas faire de la recherche scientifique parce que c'est vrai que ça fait plaisir, c'est magnifique, mais c'est pas... donc il faut passer au... comme il a dit Dr Mohanem, à la production dans des laboratoires pharmaceutiques. Là aussi vous pouvez briller. Vous pouvez faire des choses extraordinaires avec votre cursus universitaire et scientifique et vous aurez acquis au long de ce parcours tout ce qu'il vous faut pour l'analyse scientifique qui va vraiment vous accompagner pour votre carrière. Voilà. Merci. Monsieur Benradem, est-ce que vous pouvez effectivement préciser, par exemple, au niveau des concours d'accès, quelles sont les exigences, quelles sont les matières sur lesquelles ils sont évalués et qu'est-ce qu'on leur demande comme compétences et comme aptitudes? Comme a dit tout à l'heure Dr Hamid, il y a des métiers qui sont réglementés dans le nombre. C'est-à-dire les facultés n'ont pas le droit
par décision du gouvernement, de dépasser un nombre, ce qu'on appelle le numerosus clausus. C'est une régulation de l'offre. Par exemple, nous, pourquoi on dit au médecin, il écrit une ordonnance? En fait, on ordonne une dépense. Et on régule les dépenses en limitant le nombre des ordonnateurs de dépenses et donc des médecins, etc. Donc simplement pour que les gens connaissent, il y a des métiers comme ça où il y a une négociation en général entre le monde universitaire et le gouvernement sur le numerosus clausus. Et ça, c'est dans tous les pays du monde, c'est tout à fait. Sinon, on va avoir, j'allais dire, des milliers et des gens risquent même d'être au chômage, par exemple. Pour accéder à la faculté de médecine, à une faculté de médecine, il faut d'abord appartenir au territoire, je l'ai expliqué tout à l'heure. 2, il faut avoir un bac sciences expérimentales ou sciences maths. Et en fait, c'est un concours. Alors, on dépose le dossier et on prend les premiers. En général, on prend 2000 candidats, c'est ça la moyenne, qui vont passer un concours qui dure 2 heures. Il y a une demi-heure par chaque matière, sciences naturelles, chimie, physique et maths. D'accord? C'est un examen tout à fait écrit. Malheureusement, il n'y a pas d'entrevue, on aurait bien aimé le faire, mais je pense que c'est un peu difficile, vu le nombre à organiser, pour à la fin prendre les 400, 450 premiers. Il y a une sélection en 2 étages. Tout le monde dépose le dossier, on prend les premières moyennes de bac. D'accord? Et ensuite, ceux-là, ils passent un concours. Ensuite, on accède. Alors, lorsqu'on accède, on accède d'abord à ce qu'on appelle le premier cycle. Les 2 premières années de médecine, ce sont en général, c'est des sciences fondamentales ou des sciences précliniques. Vous n'avez pas le droit de doubler 2 fois. Au plus, vous avez le droit de doubler une seule fois. Et donc, il faut que vous ayez validé toutes les matières pour passer au 2e cycle qui démarre à partir de la 3e année. Et à partir de la 3e année, vous avez une double formation théorique et pratique. Théorique pendant la 3e, la 4e et la 5e année à la fac. Et pratique la 3e, la 4e, la 5e et la 6e année. Et la 7e année à l'hôpital pour les 3 premières années, 3e, 4e, 5e année, au CHU Ibn Rushd, ici. À partir de la 6e, dans d'autres structures, par exemple de Casablanca, les autres hôpitaux, les centres de santé. Et la 7e année, ce qu'on appelle le stage alterné, là, carrément, vous avez une responsabilité de travailler dans un hôpital dans d'autres régions du Maroc, bien sûr sous l'encadrement d'autres. Et en 7e année, on prépare son doctorat. En général, on a déjà commencé parfois en 6e ou en 7e, et on doit soutenir son doctorat d'État, et à la fin, on est docteur d'État en médecine. Alors, les débouchés que vous avez immédiatement, c'est que soit vous sortez avec votre doctorat, vous ouvrez un cabinet de médecine générale, soit vous concourez pour un concours d'accès, par exemple ouvert par le ministère de la Santé pour recruter des médecins dans ses structures sanitaires. Et l'autre débouché, c'est de faire la spécialité. Alors, la spécialité, en général, c'est 4 à 5 années selon la spécialité. Certaines spécialités, c'est 5 ans, d'autres 4 années. Donc, il y a un concours. Et donc, les places sont très limitées. Et donc, c'est un concours qui est ouvert à tout le monde, mais c'est très limité. Et même les spécialités dans lesquelles vous ne pouvez pas choisir comme ça la spécialité, par exemple, on recrute 150 résidents, ce qu'on appelle nous les résidents. Après, on a 3 postes en néphro, 2 postes en chirurgie, etc. Donc, c'est les premiers. C'est 4 à 5 ans. Alors, soit vous restez ce qu'on appelle chez nous bénévole, c'est-à-dire vous financez vous-même vos études, vous n'avez aucun sou, vous ne recevez rien, ni bourse, ni rien. Et à la fin, vous êtes libre, vous pouvez ouvrir, par exemple, dans le privé. Ou bien, vous contractez, vous êtes recruté par l'État, parce qu'il y a dans ces postes de résident ou de spécialité qu'on ouvre, il y a des contrats avec l'État, et à la fin, vous travaillez avec le ministère de la Santé. Quand vous terminez cette spécialité, donc vous avez le choix, soit vous êtes bénévole, vous ouvrez dans le privé, soit vous avez un contrat avec l'État, donc vous travaillez avec l'État en tant que médecin spécialiste, soit en ayant même ça, ou être bénévole, vous pouvez concourir pour entrer dans la voie universitaire, c'est-à-dire professeur assistant. Donc lorsqu'on voit ce schéma, je pense qu'on est l'une des études les plus longues. Je sais qu'il y en a, donc c'est très long. Vous disiez tout à l'heure, Mme Benani, il faut être persévérant, il faut avoir du souffle. Il faut aimer. Bon, on pourra parler un peu des profils, etc. Voilà, il
Il faut avoir ça en tête, il faut adorer, il ne faut pas s'attendre qu'à l'argent. Maintenant, on ne fait pas fortune en faisant médecine, pas toujours. On va y arriver, professeur Bonanam, on va y arriver parce que il y a une partie sur le profil et je crois que c'est une composante essentielle de ce métier et des autres, mais il y a des exigences particulières de votre métier que le candidat devrait et la candidate devrait connaître avant de s'y engager. Professeur Larapki, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce propos-là? Et pardon, il y a l'agrégation en médecine qui n'a pas été abordée dans votre présentation de ce qu'on leur demande pour accéder à ces métiers et dans les possibilités de diplomation qu'ils ont. Qu'est-ce que l'agrégation? Comment on la prépare-t-on? Et elle donne accès à quoi finalement en médecine? Merci beaucoup. Bon, ce qu'on appelle l'agrégation, c'est qu'une fois qu'on a terminé 4 années de professeur assistant, c'est-à-dire le professeur assistant, c'est un concours qu'on passe après la spécialité. Autrefois, on appelait ça maître assistant. Maintenant, on appelle cela professeur assistant. Après 4 années, on a le droit, 3 années, ils ont un peu changé, 3 années, on a le droit de postuler pour devenir maître de conférence agrégé ou professeur agrégé. On a le droit de postuler, c'est-à-dire qu'on n'est pas pris obligatoirement. Plus on avance dans les études médicales et la voie universitaire, plus la pyramide se rétrécit. Et les postes deviennent chers, on ne les paye pas, mais pour concourir. Donc tout spécialiste en médecine, chirurgicale, médecine clinique, peut postuler pour devenir prof assistant. Mais ce n'est pas tous les spécialistes qui pourront devenir prof assistant. Parce qu'on en a besoin dans le privé, on a besoin dans la santé publique. Il y a certains, en fonction des postes budgétaires, à qui on donnera l'opportunité de déposer un dossier et de passer le concours. Pour pouvoir passer le concours, il faut aussi un certain nombre de compétences, entre autres des compétences scientifiques et de recherche. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être un professeur si on ne publie pas, si on ne sait pas ce que c'est qu'un article à impact factor, si on ne s'intéresse pas à la recherche. On peut faire du très bon travail en étant dans le secteur libéral, on peut faire du très bon travail dans le secteur de santé publique. La différence entre un enseignant et un privé et un médecin de santé publique, c'est que l'enseignant va essayer de faire avancer la médecine, parce que c'est un enseignant-chercheur. Autrement, ce titre, il ne le mériterait pas. Un enseignant-chercheur, c'est lui qui va former le médecin à la faculté, mais il va essayer d'améliorer la médecine avec des collègues. On ne fait pas de recherche tout seul aussi. Il ne faut pas croire que vous allez vous enfermer dans un laboratoire et vous allez produire quelque chose. Vous ne produirez rien du tout. On travaille dans un sorte de réseau national et international, parce que ça coûte énormément cher la recherche. Donc voilà, donc une fois qu'on est maître de conférence agrégé ou professeur agrégé, on reste 4 années et on a le droit de postuler au titre de professeur d'enseignement supérieur au Maroc. Ça s'appelle professeur d'enseignement supérieur. En France, cela s'appelle professeur des universités. C'est la même chose. Pour pouvoir devenir prof d'enseignement supérieur, je parle de le cas de la France, il faut absolument passer ce qu'on appelle l'HDR, l'habilitation à diriger la recherche en médecine. C'est quelque chose qu'on passe après un doctorat en sciences. Une fois qu'on a le doctorat en sciences, il faut prouver devant un jury, mais après avoir soumis son dossier aux instances universitaires, qu'on a réalisé un certain nombre d'études de très haut niveau, pointues, dans lesquelles on a été ou premier auteur ou dernier auteur. Donc, le dernier auteur, c'est celui qui a dirigé la recherche. Le premier auteur, c'est en général le jeune étudiant ou le moins jeune qui a rédigé, qui était en première ligne. Le dernier, c'est celui qui a donné l'idée et qui contrôle tout cela. Donc vous voyez, alors professeur, c'est très bien, mais le Maroc, on a besoin de professeurs, certes, mais on a plus besoin de médecins compétents. Voilà ce qui nous manque. Donc, à mon sens, pour être médecin, il faut savoir que la médecine est un art, c'est l'art médical. Mais c'est un art qui nécessite de l'éthique et de la science. L'éthique, c'est l'estime de soi-même et des autres. Un médecin, comme l'a dit mon collègue, qui vient pour faire médecine, pour gagner de l'argent, il se trompe. Et il va porter préjudice à lui-même et à la société. Vous devez savoir que nous, on gère tout ce qui est de plus précieux chez l'homme, chez la femme, chez les êtres humains. La santé. Donc on ne peut pas se permettre de faire des impasses. On ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. Il faut savoir que si vous n'aimez pas, mais profondément ce que vous voulez faire, vous n'aimez pas profondément la médecine, grâce ne la faites pas. Il ne faut pas la faire.
La médecine, ce n'est pas uniquement un métier, c'est une passion. Il faut aimer la médecine, il faut rêver médecine, il faut ne parler que de médecine. C'est pour ça qu'en général, les médecins ne sont pas des très bons économistes, ne sont pas des très bons politiciens. C'est des gens qui adorent leur métier. Et dans notre métier, il y a tellement à faire qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. On est tout le temps pris. Quelqu'un qui va dire, moi je vais faire médecine, mon cours de néphrologie, je vais lire 2 chapitres. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Par contre, si vous faites de la médecine, parce que vous l'aimez, je vous donne l'expérience de quelqu'un, j'ai 39 ans d'expérience, bientôt 40. Si vous n'aimez pas la médecine, ne la faites pas. Et je peux vous dire que si on me demande maintenant ce que je voudrais faire si je revenais à l'âge de 18 ans, je dirais médecine. Et je dirais ma même spécialité. Si vous n'aimez pas, c'est un art. Et donc l'art, on doit l'aimer. L'art médical, on l'aime. Mais c'est un art qui est particulier. Il existe une grande éthique et un niveau scientifique très élevé. Parce que la médecine est très technologique, avec beaucoup de démarches scientifiques, des analyses épidémiologiques, statistiques. Il faut avoir un œil perspicace. Il ne faut pas uniquement traiter la médecine, ce n'est pas uniquement des médicaments. Parce que les médicaments, une fois qu'on a fait le diagnostic, une fois qu'on est arrivé à poser un diagnostic, le médicament peut être donné par un ordinateur. Mais c'est le diagnostic qui est important. Et le diagnostic est scientifique. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes... Alors maintenant, vous avez de la chance, parce que de mon temps, moi, quand j'ai fait médecine, au Maroc, il n'existait qu'une seule faculté de médecine. Maintenant, nous en avons 9 facultés de médecine. Déjà, 7 opérationnelles. Et 2 qui vont commencer, c'est celle de Tanger et d'Agadir. 9 facultés. Et le problème qui se pose aussi, c'est que vous avez des médecins qui n'ont pas le temps, ils n'ont pas 1 minute à eux. Et vous avez des médecins je parle des médecins privés, qui n'ont pas de malade. Tout simplement, la seule différence, c'est celui qui n'a pas le temps, pour lui, il a énormément de malades, c'est qu'il est très compétent. L'autre, il est moins. Donc pour vous dire que venir faire médecine pour ne pas être bon, ce n'est pas la peine. Il faut venir pour faire médecine et avoir une grande estime de soi, une grande estime de l'autre. C'est l'éthique. Sans cela, ce n'est pas la peine. Et c'est le plus beau métier du monde. Je le dis et je le répète, je n'en m'en cache pas. Je suis ravi d'avoir fait ça. Et je vous dis un secret personnel, j'ai 4 enfants, 4 médecins. Ce grand métier est sauvé. Hein? Monsieur Bahat, les élèves qui sont là, s'ils veulent, c'est quelques-uns parmi eux, s'intéressent au métier que vous représentez, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Y a-t-il des procédures, déposer un dossier ou passer un écrit? Quel type d'examen vous leur proposez? Et ils seront évalués sur quel type de capacité et de compétences. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous venez de constater que les professions de santé ou bien les sciences de la santé sont passionnantes et exigeantes. Et déjà, à l'entrée, il y a un système, si vous voulez, de présélection. Donc l'exemple chez les années, ça dépend, si vous voulez, de ceux et celles qui ont déposé. La minima, selon les instituts, de 12, on accepte pour certaines, si vous voulez, bon, c'est pas nous qui acceptons, mais c'est les demandes qui ont été déposées, classées sur l'ordre de mérite, et on peut arriver à 12. Comme on peut avoir le minimum à 16. Par exemple, l'année dernière, l'anesthésie, c'était à 16. Et la santé mentale, à 12. Dans le même établissement, mais dans les spécialités, c'est variable. Mais ce sont les demandes déposées que nous avons classées par ordre de mérite. C'est vous-même que vous faites le classement. Donc il n'y a pas une limite au préalable. Donc sur la base des candidats et candidates, on fait le classement sur la base, pour un poste, il y a 3 candidats. Si on veut recruter par exemple 20, on fait appel à 60. Donc le classement de 1 jusqu'à 60, et on a cette liste. Et ceux-là, ils passent un test écrit. Ce sont les matières que vous étudiez dans la terminale, en bac. C'est pour vous dire encore une fois
Vous êtes dans cette étape-là. Si vous voulez faire métier au niveau des instituts ou bien au niveau de la faculté de médecine, c'est bosser dès maintenant. C'est avoir des moyens qui vont vous garantir, en quelque sorte, de postuler soit à la faculté de médecine ou bien au niveau des instituts. Donc c'est un travail de fond que vous devriez faire aujourd'hui pour que vous ayez les portes ouvertes. Donc les clés, vous les avez. Donc là, c'est la deuxième étape, c'est le concours à test écrit. Il y a une épreuve commune sur donc, la culture générale, donc un résumé, quelques petites questions. Et là aussi, ce sont les matières que vous avez étudiées au niveau de votre niveau de baccalauréat. La deuxième épreuve, dans la même journée, donc c'est une matinée, c'est ce que vous avez étudié en sciences de la vie, donc le physique, chimie, mathématiques, donc ça dépend des spécialités. Et là aussi, ce sont les matières que vous avez étudiées au niveau de baccalauréat. C'est sous forme de QCM. Quelques questions aussi très très objectives, comme a dit le docteur. Et je dirais c'est très simple. Il suffit que vous ayez vraiment étudié à cette étape-là. Et le meilleur gagne. Donc là aussi, c'est par rapport à ceux qui ont la moyenne. Et on fait, si vous voulez, la sélection jusqu'à concurrence si vous voulez, de 25% pour l'entretien, pour le test, si vous voulez, oral. Et ce test-là, ce n'est pas un test d'évaluation de votre capacité intellectuelle, mais c'est pour un petit peu voir vos disponibilités à faire carrière. On pose quelques petites questions, par exemple, à une candidate sage-femme, en lui présentant une situation de travail de la sage-femme, et on voit les réactions, si vous voulez, de cette future. Par exemple, on dit, bon, vous aurez devant vous une parturiente et qui vient dans un état, si vous voulez, avancé pour accoucher. Il saigne, et donc il a d'autres problèmes. Et là, on va voir un petit peu votre disponibilité à gérer votre émotion, à dire, bon, je suis indifférente, ou je suis comme ça, ou cela. Donc, quelques petites questions de ce genre. Et beaucoup plus, votre capacité, je dirais, physique. Une sage-femme qui a un problème physique, je dirais, pour un petit peu au niveau du membre supérieur, parce qu'il va faire de l'accouchement. Bon, ça, c'est pas dans la dimension de l'handicap, si vous voulez, de limiter à l'handicapé de ne pas y accéder, mais même s'il accède, il ne va pas faire de l'accouchement. Donc, celle qui a un problème un petit peu de ce genre, il est soit orienté, soit, si vous voulez, il n'est pas classé parmi les aides. Donc, ce sont, si vous voulez, les trois étapes de concours avec une liste d'attente, une durée de 10 jours. Si vous ne rejoignez pas, vous serez remplacé par la liste d'attente. Alors, pour la formation, donc, il y a un aspect comme la médecine aussi, il y a un aspect de sciences sociales, médicales, scientifiques de base, en S1 et S2. Il est commun au sein de chaque filière. Et à partir de S3, vous faites le stage. Donc, le stage, c'est dans les milieux hospitaliers. Ça dépend des spécialités, dans les structures de soins de santé de base, les centres de santé, ou bien dans des laboratoires, ça dépend des spécialités. Et l'évaluation, c'est la validation des modules. C'est le système LMD. Vous validez un module, selon les normes pédagogiques, vous avez validé, acquis, on ne revient plus. Donc, il y a aussi la possibilité de compensation, donc nous appliquons toutes les normes du système LMD. Et en S6, donc vous faites ce qu'on appelle le projet de fin d'études. C'est un travail, c'est un mémoire de fin d'études que vous préparez et il est soutenu devant un jury pour un petit peu tester vos capacités d'intégration de tout un ensemble de connaissances que vous avez étudiées pendant les 3 années. Alors, ce qui est important durant le cycle de formation, c'est comme j'ai dit au début, c'est la dimension technique, mais beaucoup plus la dimension attitudinale. Si vous avez développé cette manière de faire auprès de patients, bien auprès de bénéficiaires, c'est ça la réussite. Mais le côté un petit peu scientifique, il se développe au fur et à mesure. Une dernière, si vous voulez, information, c'est pour voir
une fois diplômé, vous pouvez être, si vous voulez, recruté par l'État. Selon, on a aussi des postes budgétaires, c'est une autre question. Vous pouvez ouvrir votre propre cabinet, surtout pour des filières d'emblée, comme l'orthophoniste, la psychomotricienne, la diététique, l'orthoptiste, et aussi la kiné, je dis la kiné, et bon, ça sont les 5 options qui peuvent ouvrir d'emblée, si vous voulez, à titre libéral. Les autres, l'infirmier polyvalent, sage-femme aussi. Les autres, ils devraient travailler en associé avec l'équipe médicale. Ces spécialités-là, une infirmière, elle peut ouvrir son cabinet de soins. Une sage-femme, la même chose. Les autres spécialités aussi, ils peuvent ouvrir. Le laboratoire, non. L'anesthésiste, non. Le radio, non. Donc, le biomédical, non. Donc, ils doivent être, si vous voulez, recrutés dans une clinique ou bien avec un médecin. Voilà. Nous leur avons présenté le métier ou les métiers, le parcours. Maintenant, il faut leur préciser ce qu'on attend de ce que ce métier, les structures que vous représentez, les trajectoires aussi que vous avez vécues sans. Et il faut leur dire qu'est-ce que, effectivement, d'ailleurs, on a initié avec Sebn Ranem, avec le professeur Larapi, avec vous aussi, mesdames, une réflexion sur ce que devrait être le bon médecin. Vous avez souligné l'idée qu'il y a une dimension de la vocation, mais aussi une dimension quand même académique, il faut qu'il soit scientifique, d'un bon niveau. C'est Larapi qui a introduit la dimension capitale de l'éthique. Apprend-on tout cela au sein de l'université ou des instituts de formation? Ou bien faut-il déjà se préparer à certaines dimensions dès maintenant? Voilà la grande question qu'ils devraient comprendre et qui va pouvoir les aider pour mieux s'orienter. Professeur Amina. Alors, oui, c'est une question qui est fondamentale, c'est le profil, puisqu'on choisit un métier en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on veut être. Et donc, comment est-ce qu'on voit le plan de carrière, notre plan de carrière? Il n'y a pas de mal à se dire je veux gagner de l'argent. Il y en a d'autres qui veulent dire je veux être au service de l'être humain. Chacun va faire en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il ressent réellement. Donc, pour être justement dans les métiers de la santé, la première qualité, et celle-là elle ne s'apprend pas, ça c'est vraiment est-ce qu'on aime être en contact avec l'être humain. Il faut avoir les qualités humaines, comme ça a été dit, c'est-à-dire il faut être empathique, savoir écouter, savoir rassurer, savoir être résistant aux chocs, aux maladies. On côtoie des êtres humains, on s'attache aux êtres humains, et il faut avoir la capacité de résister un petit peu aux chocs. On a quelqu'un qui a un cancer, on doit lui annoncer, et il va falloir pouvoir résister. Il y a des gens qui ne sont pas assez forts pour résister à ça. Et donc pour cela, il faut changer de métier. Il faut choisir un métier en fonction de ce qu'on est capable de faire. Donc pour moi, les qualités humaines, c'est vraiment fondamental, et ça s'apprend pas. C'est vrai qu'on arrive à développer un petit peu ça au niveau de l'université, mais ça reste quand même un point capital. On est avec, on a envie de faire ce genre de choses, et surtout on tire satisfaction ou pas. Quand on fait un métier justement dans le domaine de la santé, on réalise une prestation de service et on tire nous-mêmes du plaisir à traiter le patient, à soulager sa souffrance. Donc ça c'est important. Après, si on fait un métier sans avoir réellement ce côté plaisir, c'est un peu dommage, puisque vraiment, la plupart du temps, on choisit un métier pour la vie, hein, généralement, surtout ces métiers de la santé. Donc ça, ce sont des qualités avec lesquelles on doit arriver. Il y a également des qualités qu'on va développer au fur et à mesure. Donc j'entends beaucoup me poser la question, est-ce que c'est des métiers où il faut aimer apprendre? Je ne vous dirai pas non, il faut vraiment être sérieux, travailleur et apprendre. Mais après, au niveau de l'université,
chacun va développer son apprentissage de manière différente. Il y en a qui vont apprendre de manière visuelle, d'autres en écrivant, etc. Donc l'apprentissage, là encore une fois, on peut amener quelqu'un à apprendre, à modifier, on va dire, son comportement par rapport à ça. Donc ça ne doit pas vous faire peur. Contrairement aux idées reçues, quand on fait médecine ou quand on fait dentaire ou pharmacie, on apprend beaucoup de choses, mais aussi on réfléchit beaucoup. Hein. On a l'impression que ce sont des études où on apprend bêtement, on recrache, c'est pas vrai. Il faut absolument réfléchir, intégrer l'information et pouvoir bien sûr la ressortir au moment voulu quand on veut poser un diagnostic. Avoir une démarche qui va être importante. Donc ça, on arrive plus ou moins à amener l'étudiant à le faire. Concernant la chirurgie dentaire, c'est un métier manuel. Là encore, j'entends les gens dire il faut être expert, il faut être très doué. C'est pas forcément vrai. Bien sûr, il ne faut pas avoir de main gauche, c'est clair, mais on arrive quand même à amener tout le monde à apprendre. On apprend à se servir de ses mains, on apprend à utiliser nos instruments, et c'est là qu'on n'a pas vraiment besoin d'être complètement manuel. On entend être artiste. Oui, artiste, parce qu'il faut savoir travailler avec rigueur et minutie. Plutôt ça que la créativité à proprement parler. Donc voilà, après, comme ça a été dit, des métiers où il faut être persévérant, apprendre toute sa vie. Là aussi, comme ça a été dit avant, en chirurgie dentaire, c'est à peu près la même chose, à peu près le même nombre d'années d'études qu'en médecine. Bien que j'ai dit 5 ans, voire 6 ans, on a également 2 années d'internat, 4 années de spécialité, donc au bout du compte, on est sur entre 11 à 12 années d'études. Donc vraiment, il faut avoir la capacité de le faire. Mais généralement, ça se passe dans de très très bonnes conditions. Et justement, si on aime ce qu'on fait, s'il y a la passion, on arrive à tenir le coup et quand même à développer le métier, à être heureux. Et là encore, si vous me posez la question, est-ce que je referai ce que j'ai fait, je vous dirai oui, je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, professeur Amine. Madame Nani, vous êtes en plus d'être médecin, professeur dans un autre univers, celui de la greffe. Est-ce que ça nécessite, en plus de ce que nous avons dit, autre chose chez ces jeunes qui voudraient s'inscrire dans la même trajectoire que vous, par exemple? D'accord, moi je vais revenir juste un petit peu pour un petit peu changer cette ère académique dans laquelle vous avez ces étudiants depuis tout à l'heure. Déjà pour vous dire un petit peu, dans une rubrique santé, et Ramdi avait dit que votre plus grande richesse c'est la santé. Donc on va tous travailler dans ce sens et oublier tout le côté financier de la chose et réfléchir qu'en fait quand on va entreprendre une carrière santé, on le fait déjà pour l'être qu'on est. Donc c'est une grande passion vers laquelle on est en train d'être dévoué. Alors moi je vais vous parler de mon expérience, toute ma petite expérience. J'ai fait des études en biologie et je les ai faites en Tunisie. Ensuite j'ai intégré l'Institut Pasteur Paris et on m'avait toujours appris que pour réussir il faut travailler dans la joie. C'est vrai qu'il faut avoir de très bonnes notes, travailler, etc. Mais aussi travailler dans la joie. Quand on travaille dans la joie, on le fait par amour, on le fait par passion. Et pour la carrière scientifique, il faut être curieux. La plus grande qualité, c'est la curiosité. Il faut chercher. En fait, la recherche, c'est il faut continuer à chercher. Même quand vous rentrez chez vous, vous allez réfléchir à la petite molécule. Vous allez dire pourquoi on a fait ça, pourquoi on l'a pas fait. Il faut refaire la manip le lendemain. Donc en fait, c'est continu. C'est vraiment un flux continu de réflexion. Une logique. Ça, c'est un esprit de synthèse, il faut vraiment avoir une logique dans votre réflexion. Et on ne peut pas entreprendre une étude scientifique sans qu'on ait des projets de recherche. Ça veut dire que vous devez avoir une autonomie dans votre présentation de votre projet, avoir des idées pertinentes. Vous êtes en train de chercher quelque chose, donc il faut se démarquer, avoir des idées pertinentes pour avoir des collaborations à l'international. Vous ne pouvez pas travailler tout seul. Ici au Maroc, on ne peut pas avoir des fonds, donc il faut avoir des collaborations. Pour attirer des fonds internationaux, OMS, NIH, TDR, INSERM, Paris, tous les autres organismes, il faut que vous ayez quelque chose d'assez original dans votre pays en relation avec des problèmes relatifs à la santé publique au Maroc et leur présenter votre projet et avoir des formations surtout continues. Sans les formations continues, pourquoi? Parce qu'on a un développement technique
Aujourd'hui, on a commencé par les sérologies. Aujourd'hui, on est dans un séquençage à haut débit. Donc, on est passé de l'anticorps vers l'ADN. Donc, si on n'a pas des formations continues, on ne peut pas évoluer techniquement et on ne peut pas être à la hauteur de ce qui se passe à l'étranger, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et avec ça, et je continue à le penser, c'est l'honnêteté scientifique. Parce qu'un chercheur peut tricher dans ses résultats. C'est très simple. L'encadrant ne va pas être derrière tout le temps, mais votre honnêteté scientifique, c'est-à-dire que vous devez être honnête avec vous-même et ne pas présenter de faux résultats pour pouvoir soutenir, ce n'est pas votre objectif, c'est de préparer un article dans lequel vous allez découvrir une molécule ou une action d'une enzyme ou quoi que ce soit, et ceci va apporter un plus au reste de la communauté scientifique. Donc c'est ça en fait, ça se résume dans quelques attitudes et quelques qualités humaines et en même temps scientifiques et de synthèse qui permettent à l'étudiant d'aller très très loin. Et moi j'ai des étudiants qui aujourd'hui sont directeurs INSERM à Paris. Donc vraiment, vous pouvez, si vous avez des capacités, c'est vrai que comme il a dit le Dr Moran, il faut du souffle, il faut avoir un souffle long, mais quand vous y êtes, c'est très bien. Et comme a dit Mandel Mancella, cela vous paraît difficile jusqu'à ce qu'on le fasse. Et vous allez le faire. Merci beaucoup, professeur Amin. Professeur Bounranou, nous avons défini le médecin, mais il est aussi enseignant. Est-ce que il devrait, en plus de ses qualités qui devraient lui permettre de devenir médecin, développer autre chose pour être enseignant? Merci beaucoup, Céline. Alors, il y a 3 années, à l'ONU, il y a eu un sommet qui s'appelle de haut niveau, le High Level Summit. C'est un sommet au niveau des chefs des États. Et le Maroc était représenté par l'association, par la princesse Leila Slima. Et le thème du sommet était les maladies chroniques, la nouvelle menace. La Banque mondiale, il avait classé les menaces sur le monde. Le premier, c'était le terrorisme. Et le deuxième, c'était les maladies chroniques, bien avant la crise de 2008. C'est-à-dire les États ont pris conscience que la santé est un enjeu national majeur pour leur devenir et pour leur avenir. Ce n'est pas un hasard. C'est Barack Obama, lors de son premier mandat, il avait cité la lutte contre le diabète dans un discours national, et que Madame Obama, elle a démarré toute cette activité que vous voyez pour le sport, la promotion du sport. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du métier, le médecin a une responsabilité sociale. Avant, dans notre culture arabo-musulmane, comme c'est le hakim. On ne lui demandait pas simplement de soigner. On lui demandait autre chose, et les exemples sont nombreux, Ibn Rushd, Ibn Sina, etc. Alors, l'OMS, il a sorti maintenant le concept qu'on appelle le médecin 5 stars, 5 étoiles. Alors, un médecin, il doit être expert. C'est-à-dire, il sait diagnostiquer une maladie, il sait la traiter et il sait l'éviter. Il doit aussi être professionnel. Ça veut dire quoi être professionnel? C'est respecter les lois, respecter l'éthique, respecter la déontologie, respecter toutes ces règles-là. Il doit être un érudit. C'est quoi un érudit? C'est quelqu'un qui a l'autonomie d'apprentissage. Moi je vous dis, bien sûr je sais que les jeunes ils ont une culture numérique qui dépasse la nôtre, mais il faut par exemple maîtriser l'anglais. C'est vrai, vous allez faire des études en français pour le moment, en médecine, mais dans la réforme on va introduire l'anglais, mais tout ce que vous allez lire comme article c'est en anglais. Donc il faut le maîtriser, donc l'urine. Il faut être, tout à l'heure Sibehadi, il disait, on ne peut pas, on travaille en équipe. Il faut être collaborateur. Ça, il faut apprendre à travailler en équipe. Un médecin, seul, ne va rien faire. Prenez un médecin, mettez-le tout seul dans un village, donnez-lui ce que vous voulez. Bon, il va peut-être travailler, mais il ne sera pas efficace. Il doit être un communicateur. Déjà, on commence la communication avec le malade, avec sa famille, avec son équipe. Et puis il y a le conseil municipal de la ville qui va vous appeler pour donner un avis, il faut être ça.
et puis vous allez nous inviter à une conférence comme ici, et puis tout à l'heure peut-être à une radio, etc. Et vous êtes l'expert, c'est vous qui devez parler, donc vous devez apprendre à communiquer. Vous devez être, comment dire ça, un promoteur. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité dans votre société de promouvoir la santé, de promouvoir le mode de vie d'hygiène, de lutter contre le tabac, de lutter contre la drogue, de lutter contre la sédentarité, d'encourager l'accès. Tout ça, vous devez le faire. Donc, il est évident, lorsqu'on se reconnaît dans ces différentes activités, c'est beaucoup plus facile, sera prédisposition. Moi, la seule chose que, en tant qu'enseignant, moi personnellement, je pense qu'il y a une responsabilité de l'enseignant d'amener des personnes qui même ne pensent pas qu'ils ont la capacité à le devenir. Quand on reçoit une jeune fille ou un jeune homme de 17 ans, c'est pas pour ils sont majeurs, mais il va encore se développer en termes de capacité, que ce soit physique, mentale, psychologique, et ils ne seront pas seuls, ils seront accompagnés, l'améliorer. Ce qu'on leur demande, c'est la volonté. C'est tout ce qu'on leur demande. Après, on travaille avec eux. Il ne faut pas que quelqu'un sente « Ah, moi, c'est trop difficile pour moi. Ah, ça, c'est fait pour... Il faut avoir... » Non. Vous êtes accompagné avec des enseignants. Le professeur Araki, il disait « L'enseignant, ce n'est pas seulement le médecin-chercheur, mais aussi de la pédagogie. C'est de l'accompagnement. C'est de... Mon maître, professeur Z, il m'a dit « Tu n'as aucun mérite avec le brillant. Le plus important, c'est celui qui est le plus bas de le ramener vers le haut. » Et ça, je pense, faites confiance à vos enseignants, quelle que soit la structure que vous choisissez, ils sont là pour vous accompagner. Ce qu'on vous demande, je le disais tout à l'heure, la persévérance, le sérieux et la confiance dans votre enseignant, surtout adorer ce que vous allez faire, parce que sinon, sans ça, vous ne pouvez pas le faire. Merci. Ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui, c'est de devenir médecin. Après, on verra. Alors, les qualités de médecin, comme l'a dit Simran, c'est très important. Il a prononcé un mot que moi j'avais écrit dans mon papier et qui est très important, c'est le qualificatif qu'on nous donne au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on ne parle pas de médecin. Tu veux, je trouvais hakim. Au Liban, en Syrie, en Irak, on parle de hakim. Et hakim, si vous voulez, résume tout. C'est le sage. Et un sage doit avoir des connaissances, bien sûr, en communication, en sciences, en gestion, parce qu'on gère ce qui est le plus précieux, c'est la santé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que le médecin doit être altruiste, c'est-à-dire aimer, donner de soi-même. Je le répète encore une fois, et ça va se résumer, je terminerai là. Si quelqu'un parmi vous veut faire médecine uniquement pour gagner beaucoup d'argent, il peut gagner ailleurs beaucoup d'argent. C'est pas sur la médecine. N'oubliez pas que la médecine, dans notre pays, il y a effectivement des gens riches, mais la population marocaine n'est pas très riche. Et venir gagner de l'argent sur les dos des pauvres, ce n'est pas honnête. Donc qu'on soit dans le secteur hospitalo-universitaire, hospitalier, santé publique ou privé, le médecin doit rester hakim, l'altruiste, celui qui aime donner de soi-même. Parce que dans le secteur libéral, effectivement, on gagne de l'argent. Mais le secteur libéral, c'est 70 heures de travail par semaine. On travaille à peu près 10 heures par jour du lundi au vendredi et 6 heures par jour le samedi matin. Faites le calcul, vous verrez, c'est à peu près 70 heures. Et chez nous, on est obligé de faire des choses pour pouvoir gérer le cabinet qu'on a. Moi, je prends le médecin correct, le médecin qui gère correctement son cabinet. Donc si, on a besoin de ces gens au Maroc. Je vous le dis, on vous le dit partout, c'est pour ça qu'on a créé plusieurs facultés de médecine au Maroc, que nos besoins sont énormes, c'est vrai, mais n'oubliez pas que c'est des besoins théoriques. Si on veut voir le besoin exprimé, il est beaucoup plus bas. C'est-à-dire que les gens qui ont la possibilité d'aller dans un secteur libéral pour payer une consultation, ces gens-là sont peu nombreux. Et les hôpitaux sont encombrés parce que les gens n'ont pas le moyen d'aller payer leur consultation. Et par ailleurs, certaines personnes sont malades, ils ne peuvent même pas aller ni dans un secteur hospitalier, ni dans un secteur privé, ils restent chez eux, où ils vont faire de l'automédication ou faire de la médecine traditionnelle. Si on veut améliorer la médecine chez nous,
au Maroc, et en général, la santé en général, parce que c'est un concept beaucoup plus large que la médecine. La médecine, c'est du restrictif, beaucoup plus large. On a besoin de personnes compétentes et altruistes, et qui sont, en matière de médecine, les hakim, donc c'est des gens qui ont envie de donner d'eux-mêmes et qui veulent apprendre tout le temps. Je l'ai répété dès le départ, si quelqu'un va se dire, moi je vais faire 7 années de médecine, je suis médecin généraliste, je vais aller dans mon cabinet, je vais commencer à faire du tiroir-caisse, changer de métier. On veut que des gens qui ont envie d'apprendre, qui deviennent de grands professeurs, qui deviennent de grands médecins de santé publique, de grands médecins privés, et de ces deux personnes qu'on a besoin. On a besoin de ce genre de personnes. On n'a pas besoin de personnes qui sont de mauvaise qualité, parce qu'on a géré tout ce qui est de plus précieux pour l'homme, qui est sa santé. Et le développement de la santé est un critère de développement d'un pays. Beaucoup plus que l'énergie, les mines, etc. Un pays qui est développé, c'est un pays dont la santé de sa population est développée. Beaucoup plus que l'argent. Et c'est avec la santé est un investissement lui-même. On peut ne pas avoir de mine d'or, mais on peut être très développé parce que la santé, parce que notre population a une très bonne santé. Voilà ce que j'avais à dire. Monsieur Bahadi, les personnes que vous formez sont en contact direct avec le patient. Et peut-être les premiers à le prendre en charge avant le geste médical du médecin. Est-ce que cela ne fait pas effectivement de votre institut une structure qui doit exiger chez les infirmiers et les autres techniciens de la santé certaines qualités qui devraient leur permettre d'exercer correctement les métiers qui sont les leurs par la suite? Merci beaucoup. Donc, vous avez donné une orientation très très positive. D'ailleurs, les études au niveau international, si vous voulez, ont conclu à ce que 80% du temps qu'un infirmier, une sage-femme ou les autres professionnels passent auprès du malade, c'est 80% du temps consacré aux activités infirmières et autres. Ça veut dire quoi? Moi, infirmier, je suis présent auprès d'un patient pendant un temps important. Le médecin vient, je suis avec lui, on fait le staff, il recommande, si vous voulez, par exemple, le bilan standard. Et ce bilan standard génère au moins 5 actes que je dois faire. Je dois faire, si vous voulez, l'analyse de la tension, donc la température, l'analyse des urines, une ponction pour un échantillon de sang, préparer le patient pour la radio, une incidence radiologique. C'est pour vous dire, une prescription médicale, un acte médical génère au moins 5 prestations infirmières. Ça veut dire quoi en pratique? Du côté équipe d'enseignement, nous devrions être beaucoup plus exigeants, présents dans les approches d'apprentissage et le développement des compétences techniques et relationnelles. Cela implique pour l'étudiant et l'étudiante d'être assidu. Vous allez constater dans nos formations médicales et infirmières un retard d'un quart d'heure. L'étudiant, on n'admet pas à ce qu'il entre, à ce qu'il vient en retard. Une absence, c'est une colle, c'est une sanction. On est exigeant. À tel point, on nous dit, vous êtes dans des institutions à caractère, avec tous mes respects au cadre militaire, vous êtes dans une institution très rigide, très ferme. Nous devrions être dans cette dimension, parce que nous prenons en charge l'être humain. C'est pour cela, vous êtes en stage, c'est le stage. Ça commence à 8 h, vous devez être à 8 h moins le quart pour prendre votre tenue, pour voir l'environnement et démarrer la prestation. On sort à 14 h, des fois même on déborde jusqu'à 15 h. Vous devriez être disposé et disponible pour rester jusqu'à 15 h, parce qu'on n'est pas tenu du temps. On doit terminer la prestation que nous avons commencée, et moi je vous donne un exemple. Ce n'est pas permis
à ce qu'une étudiante sage-femme qui a commencé dans le processus d'accouchement, quand elle arrive 14, c'est bon, moi je sors, nous sommes stagiaires, nous sortons à 15 h, je laisse la femme dans la phase de travail, de l'accouchement, et je sors. Ce n'est pas permis du tout. C'est une infraction. Donc c'est pour vous dire, ce genre de profession, il exige vraiment de l'engagement, de la motivation. Même des fois on arrive accidentellement, on n'a pas le choix. Je ne suis pas admis en médecine, dans des écoles d'ingénieurs, dans les écoles prépa. J'arrive au niveau de l'institut. Alors les mêmes exigences dans le corps de métier médical, elles sont aussi au niveau de corps des infirmiers et des autres prestations. Donc on est très sévère, entre guillemets, on est ferme. Des fois ce que vous avez comme large de manœuvre au niveau de lycée ou même ceux qui ont fait un peu de la fac, je ne viens pas, chez nous, l'absence n'est pas tolérée. Alors nous avons 3 comportements non acceptables. L'indifférence, l'agressivité, la tricherie. Alors, une fois qu'on constate ce genre, si vous voulez, d'attitude, nous-mêmes, on est gênés. On est, si vous voulez, hors de nous-mêmes. Alors, ce qu'on exige, c'est ce que vous avez écouté de la part de nos éminents professeurs, c'est vraiment, il faut aimer. Et pour aimer, il faut qu'on ait de l'estime de soi. C'est un projet de la vie, c'est votre projet. Il faut le formaliser, le planifier avec tous les éléments nécessaires. Et une fois au niveau de l'Institut, vous devriez développer votre capacité d'auto-apprentissage. Et là, vous êtes dans une ère où tout le plateau technique, pédagogique, il est présent. Internet, bon, tout ce qui est formation virtuelle, travail en réseau, vous faites le partage entre vous. Celui qui est un petit peu expert dans un domaine partage avec son collègue. Donc c'est la solidarité au sein de la classe, au sein de l'équipe. Et comme ça, vous allez gagner. Parce que celui qui m'a donc il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est très passionnant. Au niveau des sciences de la santé, vous travaillez dans la réalité. Comment vous aurez, si vous voulez, comme une satisfaction beaucoup plus importante quand vous arrivez le soir chez vous et vous racontez à votre maman, à votre père ou bien à votre frère que vous avez sauvé une vie. Ça n'a pas de valeur. Comme a dit notre professeur, ceux et celles qui veulent de l'argent, ce n'est pas dans les professions de la santé. Mais la valeur qui n'a pas, si vous voulez, d'enveloppe en termes d'argent, c'est servir autrui, et ça c'est très important, et c'est d'avoir, si vous voulez, à gagner en termes de guérison. Vous avez contribué, si vous voulez, à sauver une vie. Et là, c'est ce qu'on appelle vraiment le développement humain. Vous contribuez, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, et malheureusement on dit que le système de santé c'est un système consommateur. Je dirais c'est le contraire. Si on ne prévient pas, si vous voulez, les êtres humains pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise et productifs, on ne sera pas dans cette... Je vous donne une petite information par rapport à mon vécu propre. Je suis un infirmier. J'ai perdu mon frère. Il avait 9 mois à cause d'une déshydratation aiguë. Et à l'époque, on ne connaissait pas, donc... Et ce que j'ai vécu, si vous voulez, dans cette situation, j'ai changé de virage. Au lieu d'aller dans l'enseignement, j'ai choisi les métiers de la santé en tant qu'infirmier. Pourquoi? Parce que je dis, si au moins j'avais quelques informations, quelques notions sur la problématique de santé, j'aurais vraiment sauvé une vie qui, si vous voulez, mon frère. Et soyez sûr, jusqu'à présent, j'aime ce métier, comme il a dit le professeur Arati. Je milite pour qu'il y ait beaucoup plus de l'amour pour ceux qui sont là,
Et si vous aimez ce métier, ou bien tous les métiers auxquels vous optez, vous serez tranquille, vous serez à l'aise, et vous allez gagner votre vie avec aisance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bahadi, parce que ça nous donne une magnifique conclusion à cet échange et ça nous permet de transiter vers la salle et d'ouvrir le débat. Donc, vous avez suivi des interventions d'une qualité rarissime, très profonde, très précise. Profitez de l'occasion, s'il vous plaît, en posant vos questions. Nous sommes là pour apporter les réponses nécessaires à vos interrogations. Il y a déjà une question ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et professeur, vous répondez en fonction de... Mettez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez... Attention, il y a l'écran derrière vous. Juste, voilà. Bon, il y a des médecins, mais quand même, il faudrait... Bonjour. Déjà, je vous remercie de bien vouloir répondre à nos questions. Pour commencer, je poserai une question d'ordre général. Est-ce que la médecine, le monde de la médecine a besoin de quoi a besoin vraiment le monde de la médecine actuellement? Et pour la deuxième question, est-ce que vous estimez que le concours de médecine définit réellement la personne ou les personnes qui méritent leur place dans le monde de la médecine? Et pour la troisième question, quelles sont les conséquences d'une erreur médicale par rapport aux médecins? Merci. Il y a tout un programme. Il y a tout un programme pour faire 3 thèses doctorat d'État. Je crois que la première question, de quoi a besoin le domaine de la médecine, les professeurs ont déjà répondu à cela. Ils vont beaucoup plus aller vers les deux, la deuxième et la troisième. C'est comme vous voulez. Allez, c'est quoi ça? La méthode actuellement d'accès à la faculté de médecine n'est certainement pas la meilleure. Je pense qu'elle est la moins mauvaise. Je pense parce qu'il faut proposer un outil qu'il soit équitable vis-à-vis de tous les bacheliers du Maroc. Comment vous faites? Vous avez 400 places dans une faculté, je ne me rappelle plus le chiffre, on a 300 000 bacheliers. Totalement. En une année, je crois presque 1,5 million. Si on prend simplement 200 000 scientifiques ou 200 000 sur 5 facultés, comment vous organisez techniquement l'accès? On a parlé du profil. Le meilleur moyen, c'est l'entrevue. On est bien d'accord. Prenez 2000 candidats. Maintenant, comment vous organisez ça? Comment vous, en tant que doyen, vous allez maîtriser la subjectivité de l'évaluateur? Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous que ce n'est pas la meilleure manière, mais certainement pas, je pense que c'est la moins mauvaise. Et notre objectif, c'est de permettre à tous. Je vous donne un exemple. Par exemple, les bacheliers qui ne maîtrisent pas très bien le français. Je vous donne l'exemple. Ceux que les lycées arabes, on doit les sanctionner parce qu'ils ne maîtrisent pas bien le français. Nous, on a même organisé, je me rappelle, des cours de français, nous, profs de médecine. Pour les aider, notre objectif, c'est en fait, même celui qui n'a pas tous les atouts, pour qu'il puisse continuer le chemin à aboutir. Voilà, donc c'est très délicat. Notre objectif, c'est d'être le plus équitable. Si demain, nous avons 20 facultés ou 30 facultés de médecine, ça peut-être, on partira pour les instituts de santé, vers une entrevue, etc. Pour les professeur Larak, il est beaucoup plus expert que moi. L'erreur médicale. Donc je rebondis aussi sur sa réponse. Vous savez, il y a 2 techniques pour accéder dans les facultés de médecine ou les études protégées. Il y a le concours après le baccalauréat. En tous les cas, dans d'autres pays, comme la France, eh ben, il faut qu'ils passent une année. Et je vous garantis que ça leur coûte horriblement cher. Parce que je connais très bien la France, ça coûte horriblement cher parce que on prend un étudiant sur 10. Et maintenant, on est un étudiant sur 7.
Donc, et puis, ils passent le concours, ils mettent le pied dans la faculté de médecine, ils sont inscrits en première année, mais ils ne sont pas sûrs de rester. Psychologiquement, ça anéantit l'étudiant. Et c'est un concours très stressant. Et de temps en temps, l'étudiant demande à titre exceptionnel de refaire la première année. Et il échoue une deuxième année. Et après, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère un jeune qui a 17 ans, qu'on a stressé pendant 24 mois. Et au bout de 24 mois, il est psychologiquement défaillant. Donc le système marocain est très, à cet égard, est très intéressant. Donc restons sur le concours. Effectivement, est-ce que quelqu'un qui a été classé premier dans le concours va être un bon médecin? On n'en sait rien. Mais il faut toujours un critère de sélection, quel que soit le cas. On n'en sait rien. Parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, pour faire médecine, il faut aimer. Il faut aimer l'art médical, aimer les sciences médicales. Et être altruiste. Donc, autrement, quel que soit le cas, il faut une sélection. Maintenant, quelle est l'erreur médicale? Quand on est un bon médecin et quand on respecte et quand on mérite le qualificatif de hakim, l'erreur médicale est diminuée à zéro. C'est comme un bon conducteur. Un bon conducteur, normalement, il ne va pas s'écraser, ni se tuer, ni tuer d'autres. Ce sont des gens inconscients qui sont à l'origine de tous les accidents qu'on voit. Donc, l'erreur médicale, bon, les risques, ça dépend du niveau de l'erreur. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver en prison. Et puis l'erreur est humaine. On peut pas, il n'y a pas un médecin qui n'a pas fait une petite erreur, mais l'erreur pardonnable, acceptable, parce que nous, quelle est notre matière première en tant que médecin? C'est l'être humain. Déjà, quand on utilise du plastique ou du caoutchouc ou du fer, on peut faire des erreurs de fraisage, mais quand on a comme être humain, comme matière première, on fait quelques petites erreurs. Mais c'est des erreurs pardonnables et qui ne sont pas dangereuses. On peut récupérer. Ce qui est dangereux, c'est comme l'a dit mon ami, la sage-femme qui est devant une parturiente, c'est-à-dire une femme qui est en cours du travail et va accoucher, qui va sortir, se balader ou répondre au téléphone et qu'elle perd la vie, que la parturiente perd la vie. Mais autrement, les erreurs sont minimes. On en fait tous les jours. Mais ils sont tellement minimes et tellement... Ce sont des erreurs anodines qui ne font pas mal. Mais ne vous inquiétez pas, si c'est ça qui vous bloque et que vous avez envie de faire médecine, faites médecine. Les erreurs, c'est pas méchant. Alors, je vais simplement compléter. La médecine n'est pas une science exacte. La médecine est une science probabiliste. Un simple, quelqu'un qui tousse, qui a de la fièvre. Ça peut être 100 malades. Ne croyez pas que je pose le diagnostic tout le temps. Lorsque je suis dépassé, je vois avec mon aîné, je vois avec le spécialiste qui va me répondre. Malgré ça, ça ne veut pas dire qu'on posera chez 100% des cas. Il y a des cas qui nous échappent. On peut dire que ça c'est une erreur médicale et je n'ai pas fait ça. Ce qui n'est pas pardonnable, c'est la faute professionnelle. C'est-à-dire vous avez par exemple diagnostiqué une maladie et vous n'avez pas su mettre le vrai traitement. Ça par contre, vous étiez obligé de le savoir. On a ce qu'on appelle une obligation de moyens, pas de résultat, sauf dans la chirurgie esthétique, parce que là il y a un contrat, vous allez changer le nez, machin, ça il y a un contrat, c'est une obligation de résultat. En médecine il y a une obligation de moyens. Est-ce que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, pour soigner un malade, pour le soulager? C'est ça ce qu'on décide. Voilà, donc en dehors de la faute professionnelle, je ne sais pas, en greffe d'organes, c'est être à l'intérieur de trafic d'organes. Ça, c'est 20 ans de prison. Par exemple, si moi, je prélève chez quelqu'un de décédé qui a fait don à la société marocaine, qui a fait confiance au corps médical, et je traficote pour que la liste d'attente soit trafiquée, moi, je mérite 20 ans de prison. La loi, elle est très sévère, ce qu'on appelle les fautes professionnelles. Ça c'est du crime, mais sinon... Non, sinon, ne vous inquiétez pas. Nous allons
parce que nous avons débordé très largement sur le temps. Nous allons prendre une dernière question pour vous permettre à vous d'aller déjeuner, à tous les élèves, et afin que vous puissiez suivre le reste. Et bien sûr, les professeurs sont invités. Donc, une dernière question, s'il vous plaît. Ne répétez pas la question. Des questions pour lesquelles vous avez déjà obtenu des réponses. Essayez de faire profiter toute la salle d'une nouvelle interrogation. Merci beaucoup. Donc, merci déjà pour votre présence aujourd'hui. Mais rapprochez le micro. Donc, merci déjà pour votre présence aujourd'hui. J'ai envie de poser 2 questions. Premièrement, quelles sont les spécialités rares au Maroc? La deuxième question, quelles sont les spécialités du futur et quel métier prometteur en médecine pour le lendemain? Et merci. Là, ici il y a les oracles parmi vous, des devins, mais il y a peut-être des tendances. Il y a des tendances, voilà, effectivement. Non, on a des spécialités où vraiment on manque de maintenant l'avenir. Waouh! C'est-à-dire quand vous voyez qu'il y a maintenant un homme qui vit avec un cœur artificiel, et bon, le premier il a vécu je crois 70 jours, le dernier ça va, tiens, je crois que ça fait 3 mois maintenant, c'est super. Donc, il y a tout ce que, par exemple dans le domaine de la médecine de travail, tout ce qui est ergonomie, et il y a des choses qui sont faites ça, la gestion de l'handicap, il y a tout ce qui est fondamental. Maintenant on va parler de généthérapie, c'est-à-dire on corrige des maladies en corrigeant le gène. On va jusqu'à l'ADN. Donc, et ça, on ne sait pas demain comment ça va s'organiser. Ces choses-là, même en termes d'enseignement, même en termes de réorganisation de système, c'est fabuleux, j'allais dire, c'est incroyable. Peut-être vous voyez ces films de science-fiction où on passe des gens dans un scanner et vous donnent tous les diagnostics, vous avez vu dans l'espace, je crois que c'est 2050, je crois, ça s'appelle comme ça. Et que demain peut-être on a... Alors, il y a maintenant ce qu'on appelle les polypiles, c'est-à-dire dans un comprimé on a 3, 4, 5 médicaments. Il y a des choses qui s'ouvrent comme ça. On est, à moins d'être un oracle, on est incapable de voir comment s'organiser, mais en tout cas on voit les pistes, hein. Mais c'est passionnant. Alors je vais vous dire une chose, nous manquons de toutes les spécialités. On a un manque dans toutes les spécialités. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la spécialité dans la spécialité. Par exemple, on va prendre un cardiologue. Et bien, dans la cardiologie interventionnelle, la rythmologie. Donc vous voyez, vous commencez, même en néphrologie, vous verrez, il y a des néphrologues qui vont faire la néphrologie générale, mais il y a des néphrologues qui vont s'intéresser à la greffe uniquement. Donc vous voyez, il y a les grosses spécialités d'organes qui restent, qui en manque de tout, mais dans la spécialité, il y a des spécialistes qui vont faire qu'une petite partie de la spécialité, et cette partie va être très pointue. Par exemple, dans la traumatologie, dans les spécialistes des fractures et tout ça, il y a des gens qui vont faire que la main, d'autres qui vont faire que l'épaule, qui deviendront les référents. Donc vous savez, il y a énormément de choses en médecine. La médecine, c'est un monde, et comme l'a dit mon voisin, il y a des choses à faire, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de choses à faire. Très bien. Excellente. Parce que là, avant de quitter la salle, je voudrais en votre nom remercier nos amis et invités, professeur Ami, professeur Benani, professeur Benranem, professeur Laraki et Seba Hadi. Merci infiniment.